Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur cette nouvelle émission qui sera consacrée à un sujet aussi important et capital que les précédents que nous avons eu le privilège de traiter avec vous. Donc, vous êtes donc sur cette émission pour recevoir les clés en ce qui concerne les pratiques néfastes. Les pratiques néfastes, souvent enracinées dans les croyances et des normes culturelles obsolètes, représentent un véritable obstacle au progrès social et au bien-être. En tant que journalistes et acteurs de la société civile, nous sommes témoins des conséquences dévastatrices qu'elles engendrent sur les vies des personnes et des communautés, affectant leur santé, leur dignité et leurs droits fondamentaux. C'est donc pour pallier à ce problème-là que nous recevons sur cette émission une invitée qui est professionnelle de son domaine, experte en la matière, militante engagée. Elle est là pour partager avec nous les clés pour que les pratiques néfastes ne continuent plus à déranger le bien-être et les droits fondamentaux. Alors nous allons la laisser, elle va se présenter et permettre à vous, chers internautes, de savoir qui c'est. Chers invités, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Est-ce que vous pouvez permettre à nos internautes de vous connaître? Bonsoir cher monsieur, à l'état civil c'est Karine Marielle. B. Panou, épouse Vic Poyan. Je suis socio-anthropologue, gestionnaire de projet, spécialiste en recherche, suivi, évaluation et spécialiste dans la qualité des normes de la société. Merci à vous. Alors, puisque le but de cette émission est de pouvoir donner à tous ceux-là qui nous suivent des clés pour véritablement combattre les pratiques néfastes, je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'une pratique est... Quand est-ce qu'une pratique d'ailleurs est dite néfaste et pourquoi faut-il la combattre? Merci à vous. Quand nous parlons de pratiques néfastes, quand nous parlons d'abord de pratiques, c'est ce que nous faisons au jour le jour, c'est les actes que nous posons et on parle de néfaste quand ça ne fait pas du bien à l'environnement dans lequel nous sommes, quand ça a des séquelles sur ceux qui sont autour de nous, quand ça ne donne pas des valeurs à notre société, en ce moment on peut qualifier ces pratiques de néfastes. Alors pourquoi faut-il les combattre? Nous devons les combattre parce que quand on parle de pratiques néfastes, ça veut dire que ça a des impacts négatifs. Ça veut dire que ça n'éduque pas. Et pour les combattre, il faut vraiment aller à la base. Parce que quand on dit que quelque chose est néfaste, c'est que la chose n'a pas un bien fondé. Ça ne suit pas les normes. Donc, nous devons vraiment travailler à combattre ces pratiques. Alors, quelles sont alors ces pratiques-là qui sont les plus en vogue aujourd'hui que vous connaissez? Bon, pour donner quelques exemples, nous allons parler du manque de respect à l'aîné. Nous allons parler du manque de confiance. Nous allons parler de la paresse. Nous allons parler également du travail mal fait. Nous pouvons parler aussi de la non-responsabilité que nous devons prendre vis-à-vis d'un certain nombre de choses. Voilà les quelques exemples que nous pouvons donner. Quand nous parlons par exemple de la non-responsabilité, quelles sont les conséquences que cela pourrait avoir sur l'individu lui-même et sur la communauté? Merci à vous. Quand nous parlons de la non-responsabilité, nous allons partir d'abord de la cellule familiale. Parce qu'on dit que pour être parent, il faut être responsable. Si aujourd'hui, nous avons des parents qui sont démissionnaires, qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui courent dans tous les sens à la recherche du gain, dans une course effrénée à la recherche du quotidien et pour ne pas prendre ses responsabilités, que ce soit en matière d'éducation ou tout le reste, nous pouvons dire que c'est vraiment quelque chose qui encourage les pratiques néfastes parce que les enfants sont l'avenir de demain et si on ne les éduque pas bien, soyons sûrs que demain nous aurons plein de pratiques néfastes avec ces enfants. Pourquoi? Parce que
Les parents ne sont pas là pour donner la direction qu'il faut, pour dire non, ceci ne se fait pas, pour dire non, dans la vie, il faut passer par ici. Donc, la non-responsabilité induit beaucoup de choses. Nous pouvons dire que les enfants sont comme des cahiers vierges dans lesquels les parents écrivent des tests et que demain, ces tests seront lus par la société. Et si l'éducation est bien faite, on ne pourra pas être en contact des pratiques néfastes. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de l'éducation qui forcément joue un rôle capital dans la lutte contre les pratiques néfastes. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus en profondeur sur le rôle de l'éducation dans la lutte contre les pratiques néfastes? Merci à vous. Quand nous parlons de l'éducation, l'éducation est la base même. L'éducation est le socle. Je peux vous dire qu'il y a quelques années en arrière, un enfant né d'une famille est éduqué par toute la société. Tout un quartier, tout un village. Un enfant qui fait mal au dehors peut être réprimandé par un plus âgé. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui se passe et qu'un enfant qui agit mal, avant que l'autre, qui n'est pas son parent géniteur, n'intervienne, c'est le parent géniteur même qui vient s'interposer à ce qu'on veut donner comme correction à l'enfant. Et ce faisant, l'enfant se voit entre griffes protégé ou je ne sais pas. L'enfant se voit tout permis. L'enfant se voit tout permis. Et là, la base est faussée. Parce que pour aller loin, il faut ménager sa monture. L'éducation est le socle même de toute chose. Pour que nous puissions arriver à ne pas avoir des pratiques néfastes, il faut que l'éducation soit de mise. Quand on parle de l'éducation, elle n'est pas négociable. On ne négocie pas l'éducation. Soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Merci à vous. Alors, comment pouvons-nous rendre l'éducation sur les pratiques néfastes plus efficace et plus accessible? Bon, pour y arriver, nous devons déjà partir de la cellule familiale. Il faut que les parents s'entendent. Parce que moi, quand je parle d'éducation, je me dis l'éducation est plus par mimique que par parole. Dans une famille où un enfant voit son papa crier sur sa maman, même quand on va lui dire que ça ne se fait pas, c'est déjà ancré en cet enfant. Que vous le vouliez ou non, pour lui, c'est normal que cela se fasse. Dans une société où on voit, dans un quartier ou dans une maison, on n'a pas d'égard pour la personne âgée, c'est normal que l'enfant puisse se dire c'est comme ça, ça se fait. Vous voyez, ou que dans des communautés, on n'apprenne pas à l'enfant que la personne est vraiment une source de respect. Qu'on ne puisse pas dire à l'enfant que quand vous êtes en face d'une personne âgée, vous lui devez respect, vous lui devez considération. L'enfant va se croire tout permis. Quand l'enfant voit une personne âgée, l'enfant se dit, bon, c'est mon égal, je peux tout. Or, cela ne se passe pas comme ça. Donc, pour ne pas arriver aux pratiques néfastes, il faut partir de la base. Il faut montrer à la jeunesse que ces pratiques ne sont pas saines. Et il faut qu'on arrive à promouvoir des pratiques qui font sortir les valeurs, qui font sortir les normes sociales. Justement, parlant de la promotion de ces pratiques-là qui font sortir les normes sociales positives, je voudrais vous demander comment est-ce qu'on peut aujourd'hui impliquer davantage les jeunes, sachant bien que les enfants d'aujourd'hui sont l'avenir de demain. Comment est-ce qu'on peut réellement les impliquer pour un changement positif? Merci à vous. Pour impliquer les jeunes, pour impliquer les enfants, il faut d'abord partir du dialogue. Il faut beaucoup parler avec les enfants. Il faut qu'on trouve du temps pour pouvoir parler avec eux, beaucoup les écouter, pour leur présenter les bonnes manières, pour leur présenter ce qu'il y a de meilleur. Parce que si vous ne dialoguez pas, vous n'êtes pas en mesure de savoir ce que l'enfant a déjà internalisé, vous n'êtes pas en mesure de déceler ce qui est déjà mauvais pour
pouvoir corriger. Donc il faut partir de la base, il faut partir du dialogue, il faut les écouter. Et en tant que parent, il faut réglementer l'accès aux réseaux sociaux. Merci. Ok, réglementer l'accès aux réseaux sociaux. Est-ce que ça dit que vous diabolisez les réseaux sociaux? Du tout pas, du tout pas, du tout pas. Vous considérez les réseaux sociaux comme des canaux par lesquels la mauvaise éducation peut atterrir dans les foyers? Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que par les réseaux sociaux, on est informé, par les réseaux sociaux, on a plein d'autres choses, mais il va falloir réglementer ça en tant que parent vis-à-vis des enfants. Parce que quoi, sur les réseaux sociaux, nous avons tout, c'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout. Et il va falloir dialoguer avec les enfants et leur dire telle chose, c'est vrai que c'est en vogue, c'est sur les réseaux sociaux, mais il y a des limites. Il faut savoir distinguer ce qui est bon, ce qui est mauvais, même si sur les réseaux sociaux on vante par exemple de très mauvaises pratiques, c'est à nous de vouloir dire aux enfants non, c'est en vogue, c'est prôné, mais pour de bonnes valeurs, ce n'est pas des trucs à pratiquer, ce n'est pas des expressions à dire. Alors en revenant sur le dialogue parents-enfants, ou je dirais même la complémentarité entre parents et enfants, qu'est-ce qui freine aujourd'hui, qu'est-ce qui handicape aujourd'hui cet état de choses entre parents et enfants dans les foyers? Merci à vous. Je peux dire que ce qui constitue un véritable handicap, c'est la même société qui ne s'entend pas pour pouvoir mettre sur place une norme. Non, mais est-ce que vous, en tant que parent, pour éduquer vos enfants ou pour créer d'abord ce climat-là à la maison, vous avez besoin de l'intervention de la société? Bien sûr, parce que l'enfant ne reste pas seulement dans le cadre familial. L'enfant sort de la maison. Il y a l'école, il y a l'église ou la mosquée, il y a d'autres regroupements. Donc, l'enfant ne peut pas grandir dans un carcan. L'enfant sort de la maison, l'enfant est en contact de la société. Parfois, vous avez des règles que vous donnez à vos enfants, mais une fois au dehors, en contact des autres enfants, on leur dit d'autres choses. Donc, il faut que toute la société soit complice. Alors, quelles sont alors les stratégies pour faire naître cette complicité-là? La stratégie, il faut que nous la développions ensemble. Il faut qu'il y ait des creusets pour que les parents puissent vraiment s'entendre, que les leaders puissent s'entendre, que les éducateurs puissent s'entendre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un phénomène grandissant qui nous amène à avoir des familles monoparentales. Une mère seule avec plusieurs enfants, un père seul avec plusieurs enfants. Bon, pour diverses causes, pardon. Il faut vraiment qu'il y ait des creusets. Il faut que des parents se rencontrent. Il faut qu'entre éducateurs, ils puissent discuter. On puisse avoir une ligne directrice pour se dire que voilà des enfants qui sont en train de grandir, voilà des enfants que nous éduquons, voilà des enfants qui demain nous ne voulons pas avoir au sein de ces enfants des pratiques néfastes. Nous voulons promouvoir les valeurs, les bonnes pratiques. Il faut qu'on puisse s'entendre. Déjà à partir de la maison, il faut que quand le papa dit quelque chose, même si la maman n'est pas d'accord, il faut que la maman soutienne le parent dans cette décision. Si la maman dit quelque chose ou enseigne quelque chose, même si le papa n'est pas du même avis, il faut que le papa suive la maman pour montrer à l'enfant que, au fait, mes deux parents sont ensemble pour pouvoir me montrer la bonne voie. Même si après, les deux parents peuvent se revoir pour dire, bon, ceci, est-ce qu'on ne peut pas corriger, est-ce qu'on ne peut pas faire ceci? Mais il faut que la société s'entende pour que ce que nous voulons faire passer comme message soit les mêmes partout où l'enfant passe. Alors, pour ce changement de comportement ou changement des normes sociales, je pense que les leaders communautaires et religieux ont un rôle central à y jouer. Et comment est-ce que vous appréciez cet état de choses? Est-ce que vous voyez les leaders communautaires comme des gens qui peuvent changer la donne, ou comment est-ce que vous pensez qu'on peut les impliquer efficacement pour corriger le tir?
Par rapport à l'implication des leaders, qu'ils soient communautaires ou religieux, je peux dire que leur implication est cruciale. Leur implication est cruciale parce qu'ils ont un poids dans la société. Il faut les impliquer en leur faisant voir le bien fondé de la chose, pour qu'ils sachent qu'ils sont des maillons importants dans ce processus de correction. Qu'ils sachent qu'ils ont un grand rôle à jouer, qu'ils doivent amener ceux que nous voulons éduquer, ceux que nous voulons amener à avoir de bonnes pratiques. Il faut que ces leaders sachent qu'ils ont un rôle primordial à jouer, qu'ils aient une ligne directrice. Et à côté de ça aussi, dès que ces leaders sont impliqués, il va falloir que les parents qui suivent ces enfants soient d'accord avec ces leaders. Il ne faut pas que, un parent, parce qu'on veut punir un enfant qui a mal agi, se prenne la tête pour enlever cet enfant ou aille affronter ces leaders pensant qu'il est en train de protéger l'enfant. Non, il faut qu'on donne le plein pouvoir à ces leaders, comme les parents ont le pouvoir d'éduquer les enfants. Alors aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles technologies de communication, il est plus rare aujourd'hui de constater que la plupart des enfants aujourd'hui, à cause de ce qu'ils ont accès à l'internet et tout, considèrent parfois les enseignements de ces leaders-là comme des enseignements obsolètes. Et donc il faut d'abord que les leaders en question puissent s'actualiser ou mettre à jour leurs connaissances. Il y a des enfants qui apprécient parfois les conseils des leaders comme ça. Est-ce que vous avez un mot à dire à l'endroit de ces enfants-là qui considèrent les leaders communautaires ou religieux comme des gens qui ont des connaissances obsolètes et qui doivent aller mettre à jour leur niveau de compréhension des choses? Merci à vous. Peu importe la période dans laquelle nous nous trouvons, l'éducation n'est pas négociable. Un enfant qui pense qu'un leader est démodé ou dépassé, on le dit souvent qu'un adulte ou un vieillard assis voit loin, très loin, plus qu'un enfant même sur échelle. Il faut qu'on puisse dire à ces enfants que ces leaders ont des expériences, des aînés qui sont passés par plusieurs choses avant que ces enfants ne naissent. Donc il faut que ces enfants sachent que c'est des références. Il faut que ces enfants sachent que ces leaders sont des modèles, afin qu'ils puissent suivre ce que ces leaders sont en train de dire. C'est ce que je peux apporter. Alors, comment pensez-vous donc qu'on peut créer un partenariat durable entre les différentes parties prenantes pour lutter efficacement contre ces pratiques néfastes? Créer une synergie entre les parties prenantes, ça sera un travail de longue haleine. Parce qu'il faut que tout le monde soit acquis à la cause. Que ce soit les parents géniteurs, que ce soit les éducateurs, que ce soit les leaders, que ce soit les partis politiques, que ce soit les différents acteurs de la société civile. Il faut qu'ils s'entendent d'abord sur une ligne directrice. Il faut qu'ils se mettent d'abord dans un creuset. Il faut qu'ils soient à jour par rapport au mal qui est déjà là et qu'ils réfléchissent à comment attaquer ce mal à la racine pour avoir des programmes en place, pour avoir des plans bien ficelés pour aller contre ces pratiques néfastes, pour voir comment éduquer, comment orienter, comment punir en cas de punition, comment ramener quand il faut conseiller, comment dialoguer et tout pour qu'on puisse arriver à avoir un bon résultat. Alors, nous sommes en train d'aller pas à pas vers la fin de cette émission-là. Je voudrais, ça me tient tellement à cœur, que vous vous adressez, vous regardez droit dans la caméra, vous adressez à ces jeunes-là qui nous suivent actuellement et vous leur parlez en tant que mère. Merci à vous. Chers jeunes, chers enfants, aujourd'hui, nous sommes parents. Hier, nous étions des enfants. Et nous ne pouvons pas voir ce que nous avons planté voler aux éclats. Et soyez sûrs, vous êtes enfants aujourd'hui, vous serez parents demain.
Et on ne peut que donner ce qu'on a reçu. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas en phase avec l'éducation qui vous est donnée, si aujourd'hui, vous ne suivez pas les bons conseils, si aujourd'hui, vous ne pratiquez pas les bonnes habitudes, si aujourd'hui, vous balayez du revers de la main tout ce qui vous est enseigné ou tout ce qui vous est dit, je ne suis pas sûre que demain, vous serez de bons parents. Vous devez faire l'effort d'écouter, de comprendre, de mettre en pratique tout ce qui vous est enseigné en bien. Vous devez vous mettre parfois dans la peau de vos parents et vous dire que vous avez des responsabilités. Vous devez vous mettre en tête qu'un parent ne peut pas vous conduire dans un décor. Écoutez calmement, comprenez, agissez en bien pour que nous ayons une société sans gangrène, pour que nous puissions avoir une bonne société, pour que nous puissions demain, dans notre vieillesse et quand vous serez des parents, que nous soyons fiers de vous avoir éduqués. Merci à vous, chers jeunes, merci à vous, chers enfants. Merci à vous également pour ces sages conseils que vous avez à nos jeunes qui nous suivent. C'est très important. Écouter, comprendre et mettre en pratique la clé pour une société sans gangrène. En tout cas, je suis sûr que vous tous qui nous avez suivis, vous avez capté ces trois mots-là, ces trois verbes-là, et vous saurez comment les utiliser efficacement pour que l'avancée de la technologie ne devienne pas un frein pour la promotion d'une société, une bonne société, une société sans gangrène. C'était Andras Kandapo à la présentation. Je suis très heureux d'avoir été des vôtres et à très bientôt pour une nouvelle émission.